Bonsoir. Je m'appelle Kadiombo Yamba Bilonda. Je suis né à Lubumbashi. J'y ai grandi. Je suis arrivé à Kinshasa un peu plus vieux, 98 que je suis là. Je fais les études de linguistique africaine, je fais les gestions des entreprises et le droit. Pendant tout ce temps, j'exerçais toujours diverses activités culturelles. Déjà dans les années 66 jusqu'à 69, j'étais dans les bandes dessinées. Tout jeune, vraiment tout jeune. Je dessinais bien. Et j'ai continué à faire des dessins jusqu'à l'âge de 30 ans. Et alors, en 69, c'est là que je vais commencer la musique associée aux bandes dessinées. J'ai fait la musique, j'ai évolué. Les gens avec qui nous avons fait la musique, plusieurs sont morts. J'ai quitté le milieu où je vivais pour me retrouver dans une zone annexe où on manquait presque tout à part notre propre maison. Pas de lumière électrifiée, pas d'eau, on avait les eaux de puits qu'on buvait. Et puis j'écrivais maintenant à la lumière de la lampe tempête. Vous savez, avec toute sa combustion, ça nous donne trop de fumée dans les narines. Et j'en souffrais énormément. Parce que déjà, je me rappelle, je souffrais beaucoup de la pneumonie. Alors, là, maintenant, je me suis intéressé totalement avec la pression des parents qui n'aimaient pas que j'évolue dans la musique, qui considéraient que le dessin me rendait beaucoup plus paresseux et sédentaire. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus maintenant au théâtre. 1974, que je vais tenter de monter une œuvre dramatique que je fais jouer à la paroisse Saint-André-Kim, intitulée Tama, le 19 avril. Et ça a fait tabac. C'était dans la langue du terroir. Nous avons évolué. En 1986, là j'écrirai maintenant une œuvre après une formation. Celui qui m'a initié à l'écriture dramatique, c'est M. Luamboka Shikija. Moi, j'ai commencé avec mon groupe personnel, tout en étant autodidacte. Je suis passé par d'autres groupes pour partager l'expérience. C'est là que j'apprendrai comment on écrit une pièce de théâtre. Et là, j'ai écrit Le Calvaire. Et puis, j'ai écrit beaucoup. Maintenant, de tout cela, en dehors de Katende Kachimbika, j'ai écrit beaucoup plus que tout le monde à Lubumbashi. Je ne dis pas que j'écrivais des œuvres de grande valeur plus que tout le monde, parce que devant moi, il y avait des plus outillés, comme de Tchèque Fita, comme de Kazani Geleka, comme de Chidibicha Kandu, comme Lumu Kabea. Et ils étaient là. Mais moi, j'étais le plus prolifique. Et puis après, j'ai fait beaucoup de succès que quiconque. Mon succès est allé au-delà du continent parce que le plus grand à Lubumbashi, il s'appelait Moufankolo. Jusqu'aujourd'hui, les gens de Lubumbashi ne peuvent pas accepter que je suis maintenant le plus grand plus que Moufankolo. Parce que pour eux, leur monde, c'est là où ils sont. Alors que moi, je suis allé au-delà. Alors, en 1990, M. Shango Nokoko, présentement, il est aux États-Unis. Il a été sous-directeur de la RTNC Mbujimaï. Il a été réalisateur cinéma à la RTNC Lubumbashi. À partir de Lubumbashi, c'est lui qui va m'intéresser au cinéma. Mais il faut dire qu'il était réalisateur des télédramatiques. J'ai compris ça après. Et nous, on disait qu'il était réalisateur cinéma. Il m'a donné le goût, les premières notions. Après Shango Nokoko, je serai encadré par le vieux Souke Zanga, qui est présentement en Belgique. Souke Zanga va me donner le goût réel du cinéma. J'ai appris de lui comment on peut écrire, mais avec beaucoup de difficultés bien sûr, parce qu'après, il n'a pas fait trop longtemps avec moi, comment on peut arranger une série. Non, pas une télédramatique. J'ai commencé à travailler cette histoire. Et puis après,
J'ai croisé dans mon parcours le feu Serge Mukounia, qui était réalisateur Antenne A. J'ai croisé Diambo Kumbanzi. J'ai croisé de Dan Diavanga. Je me déciderai d'aller aux études en 2002. En 2002, je vais à l'ICEA pour faire la réalisation. Je serai enseigné par Fouad Tomisa, par Mbungu Kalimasi, par Dan Diavanga. Et j'ai fait mes tests de fin d'études là-bas. J'ai décroché avec 76%, mais ce n'était pas suffisant. Alors, je me suis dit, je vais écrire quelque chose que je vais tourner. J'ai tourné des télédramatiques très amateurs. Parce que vous pouvez imaginer, nous on appelait ça cinéma. À un moment donné, la télévision écrivait même sur télédramatique, lui il écrit théâtre. Et il confondait un théâtre filmé et une télédramatique. Vous voyez ça? Alors, on a une idée au feuilleton et à la série difficile à générer. C'est ainsi tout ce que nous faisions avec ces chaînes de télévision et que on vous donne un matériel de tournage à 11 h, on vous dit de le retourner à 17 h. Et c'est un épisode que vous allez diffuser le soir. Après, quand j'ai commencé à fréquenter le monde réel du cinéma, là j'ai compris que non, c'est autre chose. Et j'étais surpris par qui? Quand j'ai encadré Ken Kalala Patrick, c'est moi qui lui ai donné le goût du cinéma. Effectivement, ce que je faisais avec lui, ce n'était pas encore le cinéma. Mais je lui ai appris que voilà, ça va être comme ça. Et j'apprendrai qu'il est devenu réalisateur. Et puis parmi les grands de la République, j'ai commencé à avoir des notions de son côté pour essayer de les joindre dans les sphères du cinéma. Alors, j'ai côtoyé Ken Kalala. J'ai travaillé avec Vita Walusala. J'ai travaillé avec Dekin. J'ai travaillé dans plusieurs œuvres où j'ai joué maintenant véritablement au cinéma tout en étant acteur, pas réalisateur. Et puis après, je me suis dit, je dois faire un film moi-même. J'ai fait un court-métrage intitulé La face cachée de Mobutu. Là, j'ai tourné avec l'ingénieur Willy Kabamba, avec qui je travaille jusqu'à ce jour, bientôt plus de 16 ans. Peut-être près de 15 ans, 16 ans, je ne sais pas trop bien. Ou alors, entre la fourchette de 12 à 15. Et là, je travaille avec lui, j'ai fait mon œuvre, Face cachée de Mobutu, qui sera retouchée, retouchée, retouchée. Je ne savais pas comment on préparait un film. C'est ainsi que j'avais eu beaucoup de difficultés. Et après, au finish, j'ai sorti quand même ce film. Dans le monde du cinéma amateur au pays, il est parti au festival au niveau de Goma, il est parti au festival de Lubumbashi, je l'ai envoyé même au festival de Belfort, en France. Le film s'est bien comporté, mais au niveau de la France, il ne pouvait pas avoir de la place. Parce que finalement, quand tout le monde a regardé, il a dit, mais ça ressemble à quoi? Alors, comme je ne suis pas du genre de me décourager, j'ai pris en compte tout ce qu'ils ont dit. J'ai commencé maintenant à me former. J'ai lu beaucoup sur le cinéma. J'ai essayé de m'exercer à l'écriture. Parce que j'avais déjà maîtrisé la dramaturgie, comment écrire une pièce de théâtre. Donc j'ai eu beaucoup plus de facilité en croisant Maître Attila Kayoka. J'ai croisé aussi Simone Perenkam. Avec ces deux jeunes gens, ils ont commencé à me corriger leurs textes. Chaque fois que j'ai terminé avec eux, je remontais mon texte de scénario à Ken Kalala, qui fut mon élève et qui est devenu mon maître. J'envoie chez lui, il lit, il corrige. Dès lors que les trois sont d'accord sur un point, eh bien mon texte est potable. Alors, maintenant pour la première fois, avec une équipe costaud, je viens de travailler un film dans le monde du cinéma réel. Du point de vue matériel, du point de vue équipe technique, du point de vue casting, je peux me dire je suis réalisateur maintenant. J'ai travaillé
Au cadrage, c'est Perencam qui a fait le cadrage et la lumière. Et aussi dans la lumière, il était secondé par Van John qui a fait le son et lumière aussi. Et puis Attila Maître Kayoka qui était mon assistant réalisateur qui a fait un travail de titan. Et avec cette équipe, j'ai dit je viens de réaliser mon premier film professionnel et un film de cinéma. Je vais un peu vous surprendre. Donc jusque-là, on n'est pas indépendant, mais on est libre. Parce que l'indépendance, c'est-à-dire, c'est s'autosuffire. Vous voyez, quand on s'autosuffit, on peut faire l'interdépendance. C'est-à-dire, les États-Unis dépendent de nous, nous dépendons aussi de lui. Là, ça s'appelle l'échange. Mais ici, chez nous, tout est tourné vers l'extérieur. Tout alors. Donc, nous avons acquis et conquis la liberté des droits de l'homme. Mais nous ne sommes pas indépendants. Parce que même la monnaie est contrôlée par les autres. Nous évaluons notre monnaie par rapport au dollar. Notre cinéma, c'est la France qui vient, qui décide. La Belgique, c'est la même chose. Si vous voulez faire un festival important, il faudrait que ces gens viennent même financer. Le cinéma, 60 ans après, au Congo, il a évolué énormément. Mais c'est seulement, il n'y a pas la politique culturelle au pays. Donc l'État, pour lui, le cinéma, le théâtre, la peinture, la céramique, la poterie, c'est rien. Et ils pensent ministère de l'économie. Pourquoi je félicite le cinéma chez nous? Il faut voir les moyens techniques que nous utilisons pour tourner, que ce moyen, une fois donné aux Français, même aux Américains, ils ne feront rien du tout. Nous allons dans leur festival avec nos films et ils sont surpris. Parfois, ils disent, vous avez utilisé un Red ici, et vous avez utilisé Black Magic. Parfois, on lui dit, non, non, c'était un Dessler. On a changé que les lens. Il dit, non, pas possible. Il dit, oui, c'est possible chez nous. Nous sommes parmi les plus grands, mais moins médiatisés, et le financement ne suit pas. Qu'ils viennent lire nos textes, ils comprendront. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Le média sur place étouffe le vrai cinéma. Il y a prolifération des chaînes de télévision au pays. Mais ce qui s'est fait passer par ces chaînes de télévision, c'est ce que la grande population congolaise consomme, qui ne ressemble à rien du tout. Et ici, chez nous, on appelle Maboké. Donc, maintenant, la population n'a pas accès au cinéma que nous faisons. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé de l'indépendance qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que maintenant, quand nous tournons nos films, nous les envoyons ailleurs, là où les gens savent consommer. Et quel est le rôle de notre chaîne nationale, la RTNC? C'est une caisse de résonance politique. Pas de films, pas d'émissions attrayantes, il n'y a rien. Ça a été important lorsque le chef de l'État parlait hier, le 29, à minuit, parce que le chef de l'État doit parler, parce qu'il a beaucoup de gens qui l'écoutent. C'est un nouveau président dans ce pays. C'est pourquoi les gens sont allés sur la RTNC. Dès lors, à peine qu'il a fini, tout le monde est parti pour se ruer sur d'autres chaînes dans le bouquet. Et donc, 60 ans après, notre cinéma dépend 90% de l'extérieur, en formation et en production. Pourquoi je dis ça? Formation, ça ne se discute pas. Parce que l'ICIA, l'Institut national de l'audiovisuel, n'a pas un département entier de cinéma pour former les gens au cinéma. Et moi, quand je suis allé étudier, je n'ai fait que la réalisation magazine. La réalisation fiction, c'est pas... Je suis autodidacte. Et donc, ce qui fait que le cinéma n'a pas encore une place au pays. Et vous allez remarquer que la mauvaise politique de notre État, nous sommes étouffés par un cinéma qui apparaît, hein, donc qui ressemble à un cinéma qui vient de l'extérieur, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Et même eux-mêmes,
c'est à peine qu'on parle de cinéma chez eux. Lorsqu'on a vu les films comme Djokolomesu, les films comme Café avec, les films qu'on vient de sortir comme Cacao, les films comme Windeck, les films comme Golden, les films, ces films sont venus après. Est-ce que vous avez des pistes, des solutions, vous avez réfléchi à des solutions qui peuvent Oui. aussi résoudre le problème? Des solutions idoines, ça existe. Un, si vous regardez dans notre pays, lorsqu'on veut mettre sur place un gouvernement, le ministère de la Culture est réservé à certains gens d'une politique, des partis politiques. On dit, bon, comme on a pris des ministères régaliens, qu'on a pris le ministère des Finances, budget, consort, bon, il y a une roue de réserve qu'on appelle le ministère de la Culture. On nous fout quelqu'un qui ne connaît rien de la culture. La première solution, c'est qu'on doit choisir parmi nous qui pratiquons le métier. Qu'ils me mettent ministre de la Culture, ils verront. Deuxième, si je deviens ministre de la Culture, ça ne suffit pas d'être au bureau. Il faudrait qu'on nous mette un budget conséquent. Le budget dans d'autres pays de la culture, c'est un budget costaud, comme le budget de l'agriculture, le budget de l'armée, de la police, de la santé, de l'enseignement. C'est costaud. Mais c'est ici, chez nous, où le budget de la culture est 0,00 quelque chose. Et donc, le ministre de la Culture se retrouve avec des petites sommes de fonctionnement. Et donc, moi, si on me donne maintenant un ministère de la Culture avec un budget conséquent, il faut créer d'abord l'école de cinéma. Alors, une école de cinéma où les gens entrent en première année, deuxième, troisième, ils terminent et ils sont sanctionnés par la remise d'un diplôme. Que ce que nous faisons seulement des petits séminaires, quelqu'un vient de l'Europe, il vous encadre pendant une semaine et puis il part. Le reste, pourquoi j'ai dit nous sommes forts? Nous apprenons en nous communiquant nous-mêmes. Et parfois, nos réalisations, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons les films des autres. Nous ne parlons même pas avec les gens qui ont filmé, mais nous comprenons qu'ils aient filmé peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Je vais peser de tout mon poids pour que toutes les chaînes de télévision du pays ne puissent pas diffuser des saletés qu'on voit. En ce moment-là, la population sera contrainte à regarder les bons films. Et le cinéma va naître dans ses splendeurs. Ce n'est pas fini. Si on oblige maintenant à toutes les chaînes d'avoir des films bien fignolés, bien travaillés du monde du cinéma, il faut obliger à toutes les chaînes de télévision de ne pas diffuser gratuitement ces films. Vous devez payer pour permettre la rotation à ce que ces cinéastes puissent encore produire d'autres films. Et enfin, j'aimerais créer une commission de grande censure artistique qui n'a rien à voir avec une commission où on demande de l'argent pour diffuser, mais une commission de grands et outillés cinéastes, là où vous faites la projection à huis clos, ils les regardent, ils vous recadrent, s'ils ont à corriger, ils corrigent, et puis poup, vous partez. Si on fait ça pendant 10 ans, on peut supprimer cette commission, et maintenant on commence, parce que c'est une activité libérale après tout, et puis on va commencer à évoluer et on aura de très bons résultats. Voilà ce que moi je pense faire du ministère de la Culture. Enfin, je dois identifier qui sont acteurs de théâtre, qui sont plasticiens, qui sont cinéastes, qui sont acteurs de cinéma. Il y a des références d'être cinéaste, acteur de cinéma, d'être technicien de cinéma, d'être scénariste, d'être réalisateur, d'être assistant. Donc tout ceci, les gens doivent connaître et doivent être identifiés. Qu'on ne trouve pas. Comme j'ai vu des gens, ils viennent, ils vous disent, j'ai une histoire. Et cette histoire, ils vous racontent comme ça, sa petite vie. Il loue une caméra, il vous dit, vous tournez dans 2 jours. Et avec ça, vous commencez à la couper. Vous voyez tout un film en plan fixe. Parce qu'ils sont pressés, ils doivent terminer. Vous entrez, vous ressortez, vous entrez, vous ressortez. Et vous regardez, il n'y a pas de raccord. Vous regardez, il n'y a pas de crescendo, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense, pas de climax. Mais si
si les spectateurs sont satisfaits de ce résultat-là, tant mieux que pour eux de vivre comme ça. Non. Au Congo, ils ne sont pas satisfaits du résultat. Ils sont dans les conditions de ne consommer que ce qu'on leur présente. C'est comme un prisonnier. Il n'a pas de choix. Le repas qu'on donne aux prisonniers dans la prison, ils n'ont pas de choix. C'est ce que nous vivons ici, c'est-à-dire on leur a donné des histoires sales près de 50 ans. Ils ne voyaient que ça. Et ils ont commencé à prendre goût. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la télévision vient de dire à cette population que non, ils vous ont menti. Ils voient des vrais films passer. Mais en même temps, cette population, je l'aime pourquoi? Même dans le faux qu'on présente, ils nous regardent. Ils aiment. Mais nous sommes clochardisés. Le moyen ne suit pas pour qu'on puisse faire un travail de qualité. Et donc, c'est à nous, cinéastes, de faire tout pour que ces gens aiment maintenant les bons films, aiment le cinéma. Mais comment réussir? Si nous n'acceptons pas d'abord de tourner gratuitement, nous n'y arriverons jamais. Comment? Il faut tourner gratuitement des films et vous commencez à les sortir en masse, par an même 10 ou 20. Vous allez bouger le monde international du cinéma et les bailleurs vont venir. Les producteurs viendront. À l'époque où vous représentez 1960, vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire? Il y avait les films depuis... Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Dans ces années-là, on nous projetait les diapositives. Et il y avait quelqu'un qui expliquait. Et on appelait ça le cinéma. Évidemment, c'était le cinéma. Le cinéma était en plein essor, en train d'évoluer. Après, il est venu le cinéma de Matamata et Pilipili. C'était du comique. Ils ont fait ce cinéma pour essayer, au niveau du pays, concurrencer Charlie Chaplin. Vous voyez? Alors, Matamata et Pilipili, ça a marqué le temps à cette époque. Et puis après, on a sombré. Il n'y a pas eu, plus de production. Jusqu'à ce qu'on est revenu dans La vie est belle avec Papa Wemba. Vous voyez ça? Et quand c'est sorti, là, tout le monde a scintillé les yeux pour comprendre que non, ça, c'est ce que nous devons faire. Et il y a eu les habits neufs du gouverneur. Et puis il y a eu Viva Riva, il y a eu Ndakissa, il y a eu Les Rebelles, il y a eu Illusion mortelle de Titenge Sana. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au cinéma des pépinières. C'est-à-dire les gens qui commencent à peine comme nous, ma chérie, une petite jeune fille qui a fait Makila. Et donc, maintenant, 60 ans après, nous avons évolué en conscience, en écriture, en technique, mais 60 ans après, nous ne sommes pas capables d'avoir une industrie de cinéma. Mot de la fin, c'est que les émissions de cette envergure doivent exister et être diffusées partout pour que les gens comprennent que le cinéma, c'est toute une industrie. Une fois monté, vous avez des milliards qui aident la République démocratique du Congo. C'est là où ils se battent tous les jours avec les minéraux et consorts et ça ne marche pas. Or, avec le cinéma, vous n'allez pas avoir de problèmes que vous avez en extrayant les minéraux. Soyons nous-mêmes producteurs et consommateurs. Et pour réussir, il faudrait que l'État congolais construise au moins chaque commune une salle de projection. Quand vous verrez les gens se battre à faire quelque chose de bien, à tourner un truc, parce qu'ils savent ça va passer dans la salle, les gens vont payer pour voir. Regardez les films de Rambo, on regarde ça jusqu'à aujourd'hui. Et nous payons pour ça. Ici, on a habitué les gens très mal. Dans des télévisions locales ici, on vous dit, non, cet épisode, on a déjà vu, ça ne peut pas créer encore. Non, l'imagination créatrice à ce point-là, ça n'existe pas. Vous allez remarquer même de grands réalisateurs de cinéma, ils vous font 24 heures chrono
et ils passent 10 ans sans faire quelque chose. Mais ici, on vous dit chaque semaine, vous devez créer. Et donc, comme conseil, au niveau du gouvernement, laissez-nous le ministère de la Culture à nous, opérateurs culturels. Ne donnez pas aux politiciens. 2, devenons nous-mêmes producteurs et consommateurs. Avant de penser à ce que nos films soient regardés en Europe, pensons que ça soit regardé ici. Mais cela ne sera possible que lorsque le gouvernement impose dans chaque commune une salle moderne de projection et une autre salle moderne de production de cinéma. Lui, l'État peut payer des matériels. Vous écrivez un bon texte qu'on a lu, qu'on a aimé, on met à votre disposition le matériel, vous tournez, l'État a un bénéfice à prendre, l'autre va vous rétrocéder, et puis on projette, et puis on pourra aussi faire projeter ça ailleurs. Oui, on vend. Aujourd'hui, les gens pensent que les États-Unis sont des superpuissances. Ce n'est pas le cinéma. Parce qu'en vérité, sur le terrain, ce n'est pas vrai, c'est faux. Les États-Unis, c'est un pays le plus endetté du monde, très endetté. Et aujourd'hui, les gens, on parle de la Chine, la plus grande puissance économique pour le moment. Pourquoi? Les médias. C'est les médias qui informent, c'est le cinéma. Vous verrez un film américain où les Américains gagnent la guerre contre le Vietnam. Alors que quand la guerre avait eu lieu, les Américains avaient échoué. Les Américains ont échoué en Somalie. Vous voyez ça. Même les Américains ont échoué au niveau de l'Irak. Il fallait associer 28 pays pour mettre à genoux l'Irak. Même en Syrie, ils ont échoué. Mais vous verrez faire un film d'une guerre en Syrie où l'Amérique gagne. Voilà. Merci, au revoir.